cristallographie, c'est l'étude des réseaux cristallins qui a pris son essor à partir de la découverte de la diffraction par les réseaux, qui a permis de sonder le cristal à l'échelle de la matière. La loi de Bragg permet de relier la distance caractéristique du réseau cristallin à la longueur d'onde qui l'éclaire et à l'angle de diffraction. 2D sinus θ, ça va nous donner en fait d sinus θ, c'est cette longueur là, et si cette longueur correspond à un nombre entier de longueurs d'onde, il y a interférence constructive. Alors, un cristal correspond à une maille et un motif qui est attribué à chacune de cette maille. Ça peut être un ou plusieurs atomes. Le motif peut consister en un seul atome ou en plusieurs. Un nœud, c'est l'intersection, c'est ce qui fait se rejoindre les mailles. Et donc une maille est caractérisée par A, B, C, alpha et les angles alpha, bêta, gamma. Pour un réseau cubique, il y a un seul coefficient A, donc dans les trois directions c'est le même, et les trois angles ici sont de 90 degrés, et il y a en tout 14 réseaux de Bravais pour faire toutes les possibilités. Une maille est une structure parallélépipédique. On peut trouver toutes sortes de mailles dans un cristal en ne prenant pas forcément le motif le plus simple, mais par contre on peut toujours c'est beaucoup plus efficace de se ramener à la maille la plus simple possible, qui conserve tous les éléments de symétrie du réseau dans son ensemble. Et dans ce cas-là, cette maille ne contient, par exemple ici, qu'un seul nœud, donc 8, puisque chaque nœud fait partie de 8 mailles, donc il n'est en propre qu'à 1/8 de maille. On peut voir aussi qu'on n'a qu'un 1/8 de sphère pour chacun des atomes au coin de la maille. Les cristaux sont donc des assemblages d'ions ou d'atomes ou de molécules qui sont liés entre eux par des forces de cohésion qui peuvent être très variables, qui vont de simples forces de Van der Waals à 5 kJ par mol à des forces la liaison métallique qui met en jeu des forces qui vont de 100 à 800 kJ par mol, la liaison covalente de 200 à 800 kJ et la liaison ionique de 100 à 400 kJ par mol. On appelle coordinance le nombre de plus proches voisins qu'a un atome dans son cristal. La compacité, c'est le rapport du volume de l'atome ou des atomes divisé par le volume de la maille. Ça va nous dire, par exemple, qu'il y a un certain pourcentage de remplissage ou un certain pourcentage de vide. Pour une structure hexagonale compacte ou cubique face centrée, cette compacité vaut 0,74, c'est le plus compact qu'on puisse imaginer. Pour un cubique centré, la compacité descend à 0,68. On appelle population le nombre d'atomes par maille. Donc on a, par exemple, pour les hexagonales compactes, on a 1/8 d'atomes fois 8, parce qu'il y a 8 côtés sur 8 angles sur le cube, plus 1 au milieu. Le triangle de Catelard nous permet de comparer les propriétés des différents métaux et de les classer entre eux. Quand on caractérise un type de liaison en liaison métallique, ionique, covalente ou moléculaire, ce sont des modèles un peu extrêmes, sachant que la réalité peut parfois être entre deux modèles. Alors, si on trace sur un graphique ici la somme des électronégativités des deux atomes et ici la différence d'électronégativité, on s'aperçoit que s'il y a peu d'électronégativité et qu'il y a peu de différence, à ce moment-là, on va avoir une liaison métallique. Si les différences d'électronégativité sont importantes, on va avoir affaire à une liaison ionique. Si les électronégativités sont importantes, mais qu'il n'y a pas de différence d'électronégativité entre les éléments, à ce moment-là, on aura des liaisons covalentes. La liaison métallique va permettre
caractériser des matériaux qui sont ductiles, c'est-à-dire qui résistent bien à l'étirement, qui sont malléables, tenaces, qui résistent bien aux déformations, qui sont des conducteurs thermiques et électriques et qui sont généralement réducteurs. Les matériaux qui sont caractérisés par des entités chimiques qui forment entre elles des forces ioniques vont être souvent fragiles, de faibles conducteurs thermiques et électriques. Ils vont être solubles et peu fusibles. Tout ça dû, peu fusible, tout ça dû à la grande, aux grandes forces qui peuvent être mises en jeu entre les éléments. Par contre, c'est fragile parce que comme il y a une succession d'ions plus et d'ions moins, si jamais un élément se déplace, est forcé de se déplacer et s'approche de son voisin qui est de même signe électrique que lui, ben, ils vont se repousser, ça va être très fragile. Les liaisons covalentes de type diamant vont permettre de caractériser des matériaux très très durs ayant une faible conductivité, une température de fusion élevée. Les liaisons moléculaires, comme par exemple le sucre, vont être caractérisées par des liaisons qui vont faire des matériaux fragiles, une faible densité. Ils vont être isolants. Ils vont montrer des caractéristiques d'allotropie et souvent sont associés à des enthalpies de fusion faibles parce que ce qui lie tout ça, c'est que des forces de Van der Waals qui n'engagent pas de grandes énergies. Un alliage d'insertion, c'est quand des petits atomes occupent les sites octaédriques ou les sites tétraédriques qui sont libres dans des mailles cubiques face centrée ou des mailles hexagonales compactes. Par exemple, l'austénite, c'est-à-dire l'acier, va être caractérisé par du carbone entre les atomes de fer et le carbone va rigidifier la structure. Alors quand on est entre 0 et 2% de carbone, on parle d'acier et au-delà de 2% de carbone, on parle de fonte parce qu'il y a tellement de carbone que c'est devenu cassant. Alors que le fer sans carbone est très doux, se déforme facilement, mais manque de dureté. Un alliage de substitution est fait quand un atome vient prendre la place d'un autre dans un réseau cristallin et donc ceci ne peut se faire que si les rayons sont peu différents, ne diffèrent que de 15% l'un de l'autre maximum. Il faut aussi qu'ils aient des électronégativités comparables. Une structure hexagonale compacte va être caractérisée par sa maille rigoureuse qui a une population de 2, donc un huitième un huitième fois 8 plus 1 ici. Il y a un atome qui est aux coordonnées 1 tiers, 1 tiers, 1 demi. Mais cette maille est plus souvent représentée en prenant 3 mailles contiguës sur lesquelles on va voir se former un assemblage d'atomes qui forment des hexagones, d'où le nom hexagonal compact. Et on a en fait une succession de plans A, B, A, et ainsi de suite, avec dans chaque plan la compacité maximale qu'on puisse imaginer pour des atomes voisins les uns des autres. Ici, on a décalé, en fait, on a mis chacun des atomes dans le trou correspondant à ses voisins d'en dessous, et on recommence au-dessus en remettant celui du plan C pile à l'aplomb de celui du plan A. Et donc, ça fait des plans A, B, A, etc. Ce sera le cas pour du beryllium, du magnésium, du cobalt, du zinc, du cadmium, du titane. La coordonnance est 12. Si je prends un atome comme celui-ci, eh bien, il est caractérisé par 12 voisins immédiats. Le rapport C sur A, C étant la hauteur de la maille hexagonale, A étant le côté de la maille hexagonale, est égal à racine de 8 sur 3. Alors ça peut se démontrer en prenant cette longueur-là, ce triangle rectangle ici, A carré, donc ici on a deux atomes qui se touchent.
Donc on a cette diagonale ici qui a pour longueur petite a qui est 2r. Donc a carré, l'hypoténuse est égale à ici c sur 2 le tout au carré, plus la longueur IG1 qui est ici les 2 tiers de cette longueur, et cette longueur c'est le A multiplié par cosinus 30 degrés, c'est-à-dire A racine de 3 sur 2. Le tout au carré, une réorganisation permet d'arriver au rapport C sur A de racine de 8 sur 3. La compacité dans ce cas-là, eh bien, puisqu'on a 2 atomes par maille qui font en tout 4 pi r cube, qu'on divise par le volume d'une maille. Alors le volume d'une maille, c'est A racine de 3 sur 2, c'est ça. Multiplié par A, c'est tout ça. Donc ça va nous donner la surface de la base, multiplié par C la hauteur. On arrive, en développant tout le calcul, à 74% de compacité. La masse volumique vaut dans ce cas-là m sur v. La masse, c'est 2 fois la masse molaire divisée par le nombre d'Avogadro. Et le volume, c'est racine de 3 sur 2. CA carré, c'est ce qu'on avait ici. Le volume, racine de 3 sur 2, CA carré. Et ça fait 4 sur racine de 3, m sur NaC2. Pour un réseau cubique face centré, où on a les atomes qui occupent les coins du cube, plus un atome qui occupe le centre de chacune des faces. On a ici en fait un assemblage qui ressemble beaucoup à l'assemblage précédent, bien que ça ne se voit pas sur cette figure, parce que si on regarde les plans d'empilement qui sont ici caractérisés par tous les atomes A qui sont dans ce sens-là, tous les atomes B qui sont là, tous les atomes C qui sont là, eh bien, en fait, il suffirait, on a ici le C qui n'est toujours pas aligné avec le A, qui est mis sur le trou d'à côté, et donc c'est le troisième qui va se retrouver aligné avec le A, ce qui nous fait un assemblage de faces ABC, ABC. Et c'est le plan C qui est superposé, La population de cette maille, c'est 8 atomes fois un huitième pour les angles, plus 6 atomes pour les centres des faces, multipliés par un demi, puisqu'ils sont partagés par 2 mailles, ce qui fait 4. Sa coordinance, c'est 12. Chaque atome est toujours entouré de 12 voisins. Si on regarde la compacité de cette maille, les atomes se touchent ici selon les diagonales, c'est représenté ici à l'échelle. Donc on a, si on a un côté qui vaut A, la diagonale c'est A racine de 2 et elle vaut 4 fois le rayon. Donc A est égal à racine de 8R, c'est-à-dire 2,8R. La compacité, eh bien c'est 4 fois, puisqu'on a une population de 4, c'est 4 fois le volume d'une sphère, divisé par le volume de la maille élémentaire, racine de 8R au cube. On arrive à pi sur 3 racine de 2 et 0,74. On a exactement la même compacité que pour l'hexagonale compact. La masse volumique est égale à m sur v. La masse, c'est 4 fois la masse molaire divisée par le nombre d'Avogadro. Donc ça, c'est la masse d'une molécule, fois 4 d'un atome, et fois 4 parce qu'il y a 4 atomes, qu'on divise par le volume de la maille élémentaire qui vaut A3, et on arrive à une formule ρ égale 0,74 m sur Na, 4 tiers de pi r cube, où on peut aussi isoler le rayon pour déterminer le rayon d'un atome connaissant toutes les autres grandeurs, qui sont des grandeurs plutôt macroscopiques, et donc la masse molaire, le nombre d'Avogadro, et on a ici la masse volumique, et donc quand on connaît la structure cristalline d'un métal, eh bien on peut connaître la taille caractéristique de son rayon, le rayon caractéristique de ces éléments, ce qui est une mesure indirecte de sa taille. À l'intérieur des réseaux cubiques face centrés ou hexagonales compacts, il y a des sites d'insertion. Un site central qu'on appelle le site octaédrique, donc qui est caractérisé par 8 atomes qui en sont les coins.
Ce site octaédrique n'est pas présent qu'au centre, il est aussi présent, puisque le réseau se répète, sur chacune des arêtes. Et donc, comme il y a 12 arêtes, on va se retrouver avec 12 latéraux, mais chaque site n'est présent que un quart, enfin, n'appartient que pour son quart à cette maille-là, ce qui fait que en tout, on a l'équivalent sur les sites octaédriques de côté latéraux, on a l'équivalent de 3 sites octaédriques, plus le central, ce qui fait 4 sites en tout. On a également des sites tétraédriques qui correspondent à la place qu'il y a entre les atomes qu'on voit ici ou qu'on retrouve ici. Et c'est la petite place qu'il y a là au milieu. Alors, on a 8 petits cubes dans une maille. Donc ici, on va pouvoir avoir 8 sites par maille. Dans le cas d'une structure hexagonale compacte, on peut faire les mêmes raisonnements et montrer qu'on a deux sites octaédriques et 4 sites tétraédriques dans une maille élémentaire hexagonale compacte. Alors, pour calculer les coefficients, les compacités et la taille maximale des atomes qu'on peut mettre dans ces sites, eh bien, il faut faire un peu de géométrie et voir ici où les atomes peuvent se toucher. Pour le site octaédrique, c'est dans le plan de la double pyramide. On retrouve ici les 4 atomes qui ne se touchent pas parce qu'en fait ils touchent, on va le voir ici, donc ici eux ne se touchent pas parce que en fait ils touchent oui, parce que c'est ceux qui sont sur le plan diagonal qui se touchent. Voilà. Et donc, on a, si on a ici ce paramètre A de côté, on va avoir, dans le plan équatorial, on a cette dimension A, ici, qui va être égale à, alors la diagonale c'est A à racine de 2, et on peut y mettre 2 fois le grand rayon plus le petit rayon. Si A est plus petit que 2 fois ce grand rayon, voilà. Alors, petit r sur r, donc le petit rayon sur le grand rayon, est donc supérieur à racine de 2 moins 1, c'est-à-dire 0,414 r. Dans le plan diagonal, il y a contact si ici, alors il faut revoir ça, on trace le plan NPQS. Il y a cet atome qui est au milieu ici, et il est en contact avec l'atome qui est en N et l'atome qui est en S. On a ici cette hauteur, enfin le côté du huitième de cube qui vaut A, donc la diagonale qui vaut A racine de 2. On a ici cette dimension qui vaut A aussi, en tout, et donc la moitié de A, là on a A racine de 2, là on a A, et donc on va avoir le contact si il y a du moins A racine de 3. Oui, parce qu'on a, si ici on a A racine de 2, la diagonale selon la diagonale PS, ça sera A racine de 3. Donc A racine de 3 doit permettre de caser 2 fois le grand rayon plus le petit rayon. Et donc il y a non-contact si A racine de 2 est supérieur à 2R. D'où petit r sur r supérieur à racine de 3 sur 2 moins 1, r est égal à 0,225 r. Il existe différents cristaux ioniques.
Donc les cristaux ioniques vont pas toujours former des réseaux en cubique face centré ou cubique centré, c'est pas toujours des structures compactes. On a par exemple le CsCl qui va cristalliser selon une forme qui est cubique centrée et non pas cubique à face centrée. À ce moment-là, on a en fait des cristaux qui, des cristaux de Cl- qui forment des cubes et des cristaux de Cs qui forment des cubes qui sont décalés. Dans ce cas-là, si on regarde dans le plan diagonal, parce qu'il va y avoir contact ici selon ce plan diagonal, eh bien ce plan diagonal, oui, on a ici le rayon de celui-ci plus le rayon de celui-ci, qui est égal à la demi-diagonale du cube, et la diagonale du cube, c'est a racine de 3. Et celui-ci correspond au cas, alors, DE, ok, DEGF. En fait, il y a contact dans ce plan avec l'atome central ici qui touche les autres sur les côtés selon les diagonales. Alors ici, si on a A, on a un côté ici qui vaut A racine de 2 et une hauteur qui vaut A. Donc la diagonale va pouvoir il va y avoir contact si A fois racine de 3. Alors pourquoi racine de 3? Oui, parce qu'on a A racine de 2 ici et qu'on a A ici. Donc si on fait Pythagore, on retrouve ici un A racine de 3. Et A racine de 3 est égal à 2 fois R plus R. C'est exactement ce qu'on a écrit ici. Et ça fait R égale 0,73 R. On peut avoir une structure cubique centrée monoatomique. Dans ce cas-là, on n'a pas un petit rayon et un grand rayon. Tout est de même rayon. Par contre, donc la coordinance vaut 8. Le paramètre de maille A vaut 4 sur racine de 3 R. Et la compacité, qu'on peut calculer simplement, est de 0,68. Donc la structure cubique centrée monoatomique est beaucoup moins compacte que celle qu'on a vue tout à l'heure. Les cristaux peuvent être ioniques de type Na plus Cl-. Donc Na plus Cl-, c'est aussi un cubique face centré. Et on a des Cl- qui vont occuper tous les sites tétraédriques et le site octaédrique. Bref, on a un cubique face centré qu'on peut retrouver en décalant de la moitié de la maille. Voilà, en fait, on a deux mailles cubiques superposées l'une à l'autre qui sont décalées simplement de A sur 2. Ça, c'est le type NaCl. Enfin, il y a le type CaF2 avec, donc c'est une cubique face centrée de Ca2+, avec des F- qui vont être insérés dans les 8 sites octaédriques. Comme on a en tout moins de calcium que de fluor, parce qu'on voit que des fluors, il y en a ici qui est dans tous les sites octaédriques, alors que les calciums sont partagés, il y en a sont partagés avec les mailles voisines, eh bien on a 2 fois plus de fluor qu'on avait de calcium. La population de la maille cubique à face centrée était de 4. La maille cubique face centrée, la population... Non, ça c'est... Ok.
Alors, enfin, on parle de cristaux covalents de type diamant. Quand on a... prenons déjà le vrai type diamant. On a partout les mêmes molécules ou les mêmes atomes pour le diamant ou les mêmes molécules pour l'eau. Ça sera pour la glace, c'est le même réseau. À ce moment-là, on a la compacité qui vaut pi racine de 3 sur 16 égale 0,34. C'est donc très très peu compact, il y a beaucoup de vide. C'est pour ça que la glace flotte sur l'eau. Et donc on a un site octaédrique qui est occupé sur 2. La moitié des sites octaédriques sont occupés dans cette situation-là. Et on doit avoir ici la somme des deux rayons qui est égale à A racine de 3 sur 2. Donc le A étant ici, racine de 3 sur 2, oui, il faudrait le recalculer. Et donc, si on veut avoir un alliage d'insertion de ce type-là, enfin un cristal dans lequel il y a des atomes qui s'insèrent dans d'autres, si on a autre chose qu'un diamant ou de l'eau, eh bien il faut que le rayon de ceux qui s'insèrent dans les sites octaédriques soit inférieur à 0,414 fois le rayon des atomes des atomes principaux.